Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. Qu'est-ce qui préoccupe réellement les Français? C'est la question posée par l'Institut de sondage de l'IFOP et du journal L'Humanité. Quand on pose la question, non pas aux commentateurs habituels ou aux personnalités politiques, le résultat est sans appel. Les Français veulent davantage de justice sociale, une amélioration des pouvoirs publics et de leur pouvoir d'achat. Le 18 mai à Paris se tenait le sommet sur le financement des économies africaines. Après le choc économique qu'a engendré la crise sanitaire sur le continent africain, l'Occident souhaite intervenir pour relancer leur économie. L'objectif officiel, trouver un moyen d'aider les pays africains à s'extraire de la dette et parvenir à un plan d'avenir pour le développement. Le 9 mai dernier, Emmanuel Macron lançait la conférence sur l'avenir de l'Europe depuis le Parlement européen à Strasbourg. L'intérêt de cette conférence serait de briser le mur institutionnel qui empêche les citoyens de s'exprimer sur certains sujets. De quoi remettre sur le tapis la question de la démocratie européenne. Faire savoir aux 446 millions de personnes vivant au sein de l'Union qu'ils peuvent choisir l'Europe dans laquelle ils souhaitent vivre. Au lendemain du Brexit, d'un euroscepticisme grandissant, quel est l'intérêt d'un tel événement? Coup de com'? Véritable tentative de faire savoir que l'Union européenne est une démocratie? On décrypte avec Thomas Porcher. Les Français veulent davantage de justice sociale. Ce n'est pas moi qui l'affirme, il ne s'agit pas d'une assertion que je sors de mon chapeau. Ce sont les Français eux-mêmes qui le déclarent dans un sondage réalisé par l'IFOP et le journal L'Humanité. 93% des personnes sondées affirment être favorables à un grand plan de réinvestissement dans les services publics. 92% sont pour baisser la taxe sur la valeur ajoutée, impôt indirect sur la consommation, sur les produits de la vie courante. 91% sont favorables au fait de contrôler l'utilisation des aides aux entreprises pour favoriser les petites, moyennes et très petites entreprises. 85% souhaitent taxer les dividendes des actionnaires des plus grandes entreprises. 81% de ces sondés déclarent désirable l'augmentation du SMIC de 200 € net par mois. Et 78% sont pour le retour de l'impôt sur la fortune. En d'autres termes, sur le plan économique, les Français aspirent à un programme de gauche. Mais si on en croit d'autres sondages, ce n'est pas la gauche qui a le vote des Français. Alors Thomas, est-ce que ces résultats sont surprenants? Non, je ne suis pas surpris par ces résultats, parce qu'en fait, ces résultats, quand vous êtes un Français moyen, vous êtes confronté finalement à toutes les limites qui ont été posées dans ce sondage. C'est-à-dire, vous êtes confronté au service public, tous les matins vous prenez un train de banlieue, un RER, vous voyez que ça n'arrive pas à l'heure, vous voyez que les trains sont vieux. Donc quand on vous demande est-ce que vous voulez qu'on investisse dans les services publics, vous dites oui. Hein. Pareil, quand vous allez à l'école, vous emmenez votre enfant à l'école, vous voyez que les bâtiments sont un peu décrépits, les salles de cours ne sont pas flambant neuves, vous n'avez pas de place en crèche. Donc je pense que pour tous les Français moyens, le service public, ils en voient la dégradation et quand vous leur dites d'investir dans le service public, ils vous disent oui. Et c'est pareil pour le reste. La TVA, c'est une taxe à la consommation. Bon, vous avez envie vous consommez des biens, vous vous rendez compte que la fiscalité sur les biens de consommation augmente, hein, notamment la taxe carbone sur les carburants, alors que la fiscalité sur les grandes entreprises ou les plus riches diminue. Donc vous vous dites que non, vous voulez que ça baisse. C'est pareil pour l'augmentation du SMIC. Aujourd'hui, le salaire médian en France, c'est 1 700 €. C'est-à-dire que 50% des Français gagnent moins. Je pense que la partie de ces Français qui gagnent moins de 1 700 €, ils connaissent les fins de mois difficiles, ils voient les prix de l'immobilier augmenter, ils se demandent comment on peut vivre avec un peu plus de 1 200 € par mois. Donc pour eux, c'est normal d'augmenter le SMIC. Donc ça, c'est des gens qui vivent la vraie vie. Vous voyez, contrairement à des politiques ou d'anciens hommes politiques, on a vu l'autre fois le philosophe M. Ferry qui me dit qu'il ne peut pas vivre avec 3 000 €. Il y a des gens qui sont déconnectés. Donc ces questions-là ne les intéressent pas. Et il y a des gens qui vivent la vraie vie et quand on leur pose la question, ils veulent justement que leur vie de tous les jours s'améliore. Et ça, c'est des questions qui concernent la vie de tous les jours de la majorité des Français. Alors tu connais la grande formule de Pierre Bourdieu qui est souvent rappelée par certains militants, l'opinion publique n'existe pas. Est-ce que dans le cas de ce sondage, est-ce que tu penses que la formulation des questions posées a pu influencer les personnes qui ont répondu? Je ne pense pas parce que les questions sont assez directes. Autant le grand débat, il y avait vraiment une volonté d'influencer les réponses, parce que les questions étaient posées dans un cadre de pensée économique, pensée dominante, pensée libérale. Par exemple, il y avait beaucoup de questions du style « Préférez-vous une augmentation des impôts ou des économies sur la dépense publique ?» Donc là, on ne vous laisse qu'un seul choix, c'est soit on augmente les impôts, soit on baisse, alors qu'il y a d'autres choix possibles. Autant le grand débat était influencé vraiment pour trouver des conclusions qui soient conformes finalement ou pas très loin de ce que Macron avait proposé, autant là les questions sont simples. On ne peut pas tricher quand on vous dit voulez-vous un investissement sur le service public? Oui, non. Les questions sont suffisamment claires, les scores sont suffisamment élevés pour penser qu'il n'y a pas eu de problème de compréhension ou d'influence sur le sondage. Alors ce sondage, il donne lieu quand même à
un paradoxe. La justice sociale, l'investissement dans les services publics, ce sont des thèmes qui sont très ancrés à gauche. Pourtant, la gauche n'est pas au meilleur de sa forme et ne fait pas de très très bons scores. Si les gens adhèrent si massivement à des propositions économiques que seule la gauche défend, pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas massivement à gauche ? Mais déjà, une grosse partie de la gauche qui a été au pouvoir a fait l'inverse des résultats que montre ce sondage. Par exemple, sur l'investissement dans le service public, c'est l'inverse qui a été fait sous François Hollande. On a vu la dotation par étudiant qui a diminué dans l'enseignement supérieur. Il y a eu des économies sur les collectivités locales comme on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est important de le répéter. Ce qui veut dire moins d'argent dans les crèches, moins d'argent dans les écoles, moins d'argent dans les loisirs, moins d'argent dans les bibliothèques, moins d'argent dans la culture. Donc c'est vraiment l'inverse qui a été fait. Les actionnaires, ils ont été gâtés avec le CICE parce qu'une grosse partie, les aides n'ont pas été conditionnées avec le CICE, le SMIC n'a pas augmenté. Donc la gauche qui a été au pouvoir a fait l'inverse de ça. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, la deuxième des choses, c'est qu'une grosse partie aujourd'hui des élites politiques, de gauche comme de droite, sont des gens qui ne viennent pas de la base. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire ces gens qui ont fait... Quand on regarde des jeunes de la politique comme Gabriel Attal, qui était au Parti Socialiste, ou d'autres, ces gens qui ont fait Sciences Po, quand ils font l'ENA, c'est mieux. Mais Sciences Po ou l'ENA, puis après, ils rentrent dans un cabinet. Ils rentrent dans un cabinet, souvent ministériel, donc c'est une carrière, vous voyez. Puis après, comme il faut quand même leur donner une crédibilité, on les met sur une liste de maires adjoints dans une ville de province ou dans une ville de banlieue, un peu comme Gabriel Attal qui était à Vanves. Je pense qu'il ne connaissait pas grand-chose de Vanves, mais il était à Vanves, voilà. Et puis là, on a la légitimité électorale, on découvre les problèmes des Français avec un certain exotisme, voilà. Et puis, non mais c'est vrai, et puis après, on a un poste de ministre si tout se passe bien. C'est ce qu'a fait Macron. Macron, c'est exactement ça. Il est rentré directement ministre de l'économie, puis après président. Donc c'est des gens qui ne parlent plus de la base. Donc quand vous leur parlez à ces gens-là, vous leur dites il faut investir dans les trains pour que les trains arrivent à l'heure, pour que les gens aient des trains de bonne qualité qui arrivent à l'heure quand ils se tapent une heure de transport. Bah, c'est un truc pour eux qui n'existe pas. Ils ont grandi dans Paris, ils n'arrivent pas à comprendre. Et surtout, pour eux, ce n'est pas quelque chose de sexy. C'est plus sexy d'aller défendre des gens à 10 000 km en s'affichant avec un acteur, en disant il faut lutter contre la faim dans le monde, que de défendre des problèmes de la vie courante des Français. Or ce qui cloche aujourd'hui pour beaucoup de Français, c'est ces problèmes de la vie courante. Pas de place en crèche, dégradation de l'éducation, des transports en commun défaillants, des taux de chômage dans certaines villes qui sont 3 fois plus élevés que la moyenne française avec beaucoup moins d'agents de la NPE, des taux de criminalité dans certaines villes qui explosent avec moins de policiers par habitant que dans d'autres endroits. Enfin, c'est des choses vraiment concrètes comme ça. Sauf que la gauche a laissé, quand elle n'a pas fait l'inverse de ce que veulent les Français sur ce point-là, elle a laissé de côté ses préoccupations parce que pour elle, c'est quelque chose d'abstrait, parce que la plupart des politiques n'ont jamais su ce que c'était de prendre le RER tous les jours le matin. Bien plus que la droite ? Sauf que la droite défend un programme libéral. Donc la droite, elle veut moins de services publics, elle veut plus de secteur privé. Donc le programme de droite, c'est un programme libéral, en fait, qui est plutôt aligné sur le patronat, normalement. C'est ça. Le programme de gauche, c'est un programme plutôt populaire, qui défend le service public, qui défend les classes, les pauvres, les classes populaires. Or, donc que la droite se soucie des revendications du patronat, du libéralisme, on peut la comprendre, elle est alignée, même si parfois elle a fait des expériences, la droite, marrantes, quand Balladur a pris le RERB, qu'il a dit « oh, il fait chaud ». Enfin bon, voilà, ou quand Nathalie Kosciusko-Morizet a dit que c'était une super expérience de prendre le métro et qu'elle ne savait pas le prix d'un ticket de métro, enfin, et qu'elle était ministre des Transports. Bon, voilà, la droite, voilà, elle fait des expériences. Mais la gauche, normalement, la gauche, c'est le parti des petits gens, des gens moyens. Et donc, il faut voir ce que veulent les gens moyens. Voilà, les gens pauvres, les gens pauvres, ils veulent ce que révèle ce sondage. Donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est. Et donc, une grosse partie des classes populaires ont été au Front National, et une grosse partie même de thèmes, parfois oubliés par la gauche, ont été récupérés par le Front National. Aujourd'hui, il y a une grosse partie des classes populaires qui, après les expériences diverses de la gauche et après les prises de position sur des questions très lointaines de leur quotidien, qui ne répondent pas en tous les cas à la quotidien d'élite intellectuelle de gauche ou de politique de gauche, s'intéressent de moins en moins aux partis de gauche. Et est-ce qu'en dehors des termes économiques, est-ce qu'il y a des thèmes un peu répulsif à gauche pour les gens qui l'empêche de voter pour elle? La gauche a abandonné le changement du modèle économique depuis longtemps. Enfin, la gauche de gouvernement, quand je parle. La gauche qui a été au pouvoir. La gauche qui a été au pouvoir. Voilà, tout à fait. Hollande,
sur le programme économique, a même été plus loin que Sarkozy. Avec la loi travail, avec le CICE, il a été beaucoup plus loin que Sarkozy. Et Macron a été encore plus loin que Sarkozy. La baisse de la fiscalité sur les 1%, même Sarkozy n'avait pas osé le faire. Donc la droite et la gauche partagent le même modèle économique. Alors la gauche va te mettre un peu de formation à droite à gauche pour se donner bonne conscience, mais globalement, on est dans le même processus inégalitaire. Mais pendant très longtemps, la gauche a compensé ça avec du sociétal, qui d'ailleurs trouvait une réponse chez une partie de la population, parce que les questions sociétales n'étaient pas traitées, il fallait les traiter. Je veux dire, je n'oppose pas le sociétal à l'économique. Mais la technique de la gauche de gouvernement a été de masquer son incompétence économique en mettant beaucoup de sociétal. Sauf que là, de plus en plus, elle se prend les pieds dans le tapis dans le sociétal. Quand on voit la loi contre les séparatismes, bon, tout le PS est abstenu. Tout le PS est abstenu. Après 3 semaines quand même d'un débat assez nauséabond avec Darmanin, on s'en souvient, qui disait à Marine Le Pen qu'elle n'allait pas assez loin, et ils se sont abstenus. Hier, il y a quelques jours, il y avait une manifestation de la police devant l'Assemblée nationale. On a beaucoup parlé de l'arrêt de la séparation des pouvoirs, notamment avec la justice et la police. Et là, vous avez une partie de la gauche qui s'est rendue à cette manifestation. Alors on peut dire que la police manque de moyens, c'est clair et net. Hein. Il y a eu une casse, une austérité qui a été pratiquée sur tous les services publics, dont fait partie la police. Et puis la question de la sécurité importe aussi aux Français. Et la question de la sécurité importe aux Français. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis, dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, où vous avez les plus hauts taux de criminalité, il y a moins de policiers par habitant que dans le reste de la France. Donc il y a des problèmes quand même de recrutement de personnel et de moyens. Et quand vous laissez des policiers ou des effectifs sans moyens, sans personnel, à tous les niveaux du service public, on ne peut pas bien travailler, on ne peut pas travailler sérieusement. Non mais c'est vrai, vous mettez un prof avec 40, 50 élèves, il ne peut pas travailler sérieusement. Vous mettez des services d'urgence débordés, ils ne peuvent pas travailler sérieusement. Vous mettez des policiers en sous-effectif, sans moyens, ils ne vont pas travailler. Et donc ça mène à tout ce que l'on connaît, des bavures, etc. Donc là, il y a une vraie question, en tous les cas, sur l'investissement dans le service public, dont la police fait partie. Mais de là à aller manifester avec Zemmour, le Front National, Darmanin, où on n'arrête pas de dire que le problème c'est la justice, c'est la justice, c'est la justice. Bon, là, la gauche se mêle les pieds dans le pinceau, y compris sur cette question-là. Donc je pense que la gauche perd là sur les 2 tableaux. Une partie de la gauche, je parle, sur l'économique, où elle n'a jamais rien fait, et sur maintenant le sociétal, où elle n'arrive pas à aller, où elle est limitée en tous les cas dans ses prises de position. Le sociétal est important pour un certain nombre de personnes qui souffrent de discrimination, et il faut vraiment traiter le problème sérieusement. Mais là, sur ce sondage-là, on voit bien que l'économique réunit la majorité des Français. Et là, c'est quand vous avez des scores à 80-90%, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'au-delà, finalement, je pense que le panel est assez représentatif, hein, c'est un sondage qui représente, on va dire, les Français en fonction de leurs différences géographiques, sociales et culturelles. Et là, on voit bien qu'au-delà de ces différences-là, les gens sont d'accord pour changer le modèle économique. Donc si, à un moment, si la gauche veut gagner, elle doit faire en sorte justement d'aller sur la question économique, parce que c'est celle qui réunit et qui nous permet d'avoir des scores à 80-90%. Ce qui ne sera pas le cas, je pense, pour une grosse partie des questions sociétales. Nous l'avions déjà évoqué, la crise sanitaire a aggravé le sort de certains pays pauvres et notamment des pays africains. Si la pandémie n'a pas sévi de la même manière sur le continent africain, elle a constitué un choc économique avec un recul général du produit intérieur brut. Comment sauver l'Afrique d'une crise économique qui annonce un immense recul du niveau de vie pour ses habitants? Emmanuel Macron, rappelant la politique du président américain Franklin Roosevelt au moment de la crise de 29 et de l'injection de crédits supplémentaires en plus d'un moratoire sur les dettes, a annoncé vouloir accompagner les États africains dans leur relance économique en déclarant notamment que, sans quoi nous laisserions le continent africain face à la pauvreté, face à la réduction des opportunités économiques, une migration subie et l'expansion du terrorisme. À ton avis, quel est aujourd'hui l'intérêt pour Emmanuel Macron de relancer les économies africaines? Est-ce que c'est une question d'hégémonie en Afrique? Je pense qu'il y a un intérêt clairement pour la France de ne pas laisser l'Afrique s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question d'humanisme. La France a une grosse partie de ces multinationales qui produisent les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises, elles ne sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, aient une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire les matières premières et les matières minières du sol africain.
parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose, c'est que la balance commerciale de la France est excédentaire envers l'Afrique. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises. Et s'il y a moins d'exportation, il y a moins de bénéfices. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet, là, en fait. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement, parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Donc le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. Et c'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dette, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique elle a besoin d'une intervention de l'Occident sur son économie? Qu'est-ce qui l'empêche, en gros, de s'en sortir seule? Alors, déjà, ce qu'il faut globalement se développer quand on est un pays pauvre dans une économie dans une économie mondiale où il y a déjà des pays développés, c'est très difficile. Surtout dans une économie mondiale où on prône à l'Organisation mondiale du commerce le libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous apprendre à fabriquer des voitures si vous avez juste acheté des voitures à l'étranger. On ne peut pas vous apprendre à fabriquer, je sais pas moi, un bien produit fini quand il peut être produit ailleurs. Et donc ça met en fait tous ces pays dans une trappe à sous-développement. Ça, c'est une réalité. Donc c'est très difficile pour ces pays de se développer. Mais nous avons vu quand même ces derniers temps un certain nombre de pays qui étaient très pauvres, qui ont réussi à prendre la voie de l'émergence. Et elle s'est toujours fait en ayant une politique plus agressive que celle qui est faite en Afrique. Le Vietnam, par exemple, avait une politique, quand c'était un pays pauvre, très agressive. Enfin, les investissements directs étrangers ne venaient pas s'installer comme ça au Vietnam. Il y avait du pétrole au Vietnam, ça a mis un temps fou de négocier l'extraction de ce pétrole parce qu'il fallait reverser une partie à la région, mais aussi une partie au nord, et ainsi de suite. Et là, en Afrique, nous avons les contrats de partage de production qui sont les plus défavorables au pays. Donc il y a un problème quand même d'agressivité des dirigeants africains dans la négociation de l'extraction minière. Et puis après, il y a toute la question du financement et des plans d'ajustement structurel du FMI dont on va parler, qu'ont subi l'Afrique. L'Afrique a été un véritable laboratoire des politiques d'ajustement structurel du FMI avec des conséquences très négatives sur la lutte contre la pauvreté. Alors justement, en parlant du FMI, un membre de la diplomatie française a déclaré que, a priori, le FMI pourrait débloquer 34 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement que les droits de tirage spéciaux et est-ce que ça annonce un plan de relance sur le continent africain? Alors les droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie du FMI qu'on met à disposition des pays, voilà, pour leur balance des paiements, alors soit pour stabiliser leur monnaie, leur politique monétaire parfois, soit pour acheter des importations. Mais il ne faut pas penser que c'est de l'argent qui est donné gratuitement. Le FMI ne donne jamais de l'argent gratuitement, il faut l'avoir en tête. Le FMI a des objectifs politiques qui est de libéraliser l'économie. Donc cet argent est donné, mais souvent il est donné en échange de réformes à effectuer. Et les réformes, on les connaît. Ce sont des réformes, privatisation, etc. Et quand je disais que l'Afrique était le laboratoire des politiques libérales du FMI, il faut bien comprendre que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont subi les politiques d'ajustement structurel du FMI, que nous avons découvert en Europe avec la Grèce notamment, dont nous connaissons aujourd'hui les effets pour les Grecs. Les pays africains ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps « oui, mais ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques ». On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres ethniques, on nous raconte plein de choses sur l'Afrique, mais on ne nous raconte jamais que ces politiques n'ont pas marché parce que c'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux ont été libérés de tout mouvement, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé. Et les pauvres sont devenus plus pauvres. L'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel du FMI. Donc il y a vraiment une conséquence entre les deux. Donc quand le FMI prête de l'argent, il faut toujours se méfier. Et je veux dire aujourd'hui, sortir l'Afrique des politiques imposées par les bailleurs de fonds, moi je pense que c'est déjà une première étape pour que l'Afrique se développe.
Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important. C'est que l'Afrique, entre 1950 et 1970, avait un taux de croissance plus élevé qu'à partir des années 80. Or, à partir des années 80, c'est là où on a appliqué massivement les politiques d'ajustement structurel en Afrique. Donc c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Et en 2000, je dis une dernière chose, en 2000, il y a eu un changement de politique dû à Stiglitz qui critiquait beaucoup le FMI et à la société civile qui a beaucoup manifesté contre ces plans d'ajustement structurel dans des ONG européennes, américaines, mais aussi africaines. Et on est passé à des documents stratégiques de pauvreté où c'était le pays qui devait rédiger contre-échange de fonds du FMI. Donc on est passé d'une situation où le FMI imposait à une situation où le FMI devenait un professeur et il notait les copies. Et en fait, quand vous aviez un document où si des Africains, des dirigeants africains avaient proposé ce que moi je propose, ils auraient eu un 0 sur 20 par le FMI. Ils n'auraient pas eu les fonds. Mais s'ils proposaient ce que proposerait Macron, hein, libéraliser, flexibiliser, etc., bah là, on leur donnait de l'argent. Et puis à l'époque, attention, hein, quand il y a eu ces documents, tu as toutes les économistes de gauche qui ont dit que c'était génial, que l'Afrique était maître de son développement, etc., ce qui était complètement faux. Mais chaque fois que le FMI donne de l'argent, il y a toujours un risque derrière parce qu'il y a des réformes qui sont imposées, jamais de l'argent gratuit. Et cet argent du FMI, il va passer par les pays africains, et c'est pour acheter des importations, il va finir dans les comptes des entreprises européennes. C'est tout. C'est un petit tour de passe-passe. Alors, je voulais aussi revenir sur une déclaration de Bruno Le Maire, dont on regarde un petit extrait tout de suite. Ce qui sauvera l'économie africaine, j'en suis convaincu, c'est l'entrepreneuriat africain, c'est les PME africaines, c'est l'esprit d'entreprise qui anime beaucoup de jeunes dans les États africains. Et moi, je dois dire mon admiration pour tous ces jeunes entrepreneurs que je rencontre, toutes ces femmes entrepreneurs que je rencontre, parce qu'elles ont beaucoup de difficultés à lever les financements nécessaires. C'est cet esprit d'initiative et d'entreprise que nous voulons soutenir. Alors, pour Bruno Le Maire, les économies africaines sont un atout majeur et la jeunesse est habitée par l'envie d'entreprendre. Est-ce que le mythe de la Startup Nation, le mythe du business angel, est-ce que c'est vraiment ce qui habite l'Afrique? Et ces propos, est-ce qu'ils illustrent une vraie réalité? Là, on est toujours dans le même mythe, hein, le mythe de l'esprit d'entreprise. En fait, si les Africains ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'entreprise. Alors que nous, on l'a beaucoup en France et en Europe. C'est un peu ça. Alors ça montre une vraie méconnaissance, moi je trouve, des problèmes de l'Afrique et de l'Afrique en général. Alors, il a raison quand il dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, mais il n'y a que ça. Tout le monde est entrepreneur de soi-même, c'est des entrepreneurs de survie. Vous avez des pays où 70% de la population vivent en auto-entrepreneur quasiment. C'est-à-dire que c'est des petits entrepreneurs de la vie quotidienne. Vous savez, quand vous avez des défaillances des institutions, des défaillances de marché, vous les comblez avec une forme d'entrepreneuriat privé de survie. C'est-à-dire que vous allez dans une administration, vous faites 3 heures de queue. Ben, vous avez des gens qui sont des gens qui se font payer pour faire la queue à votre place. C'est leur métier. Ils ont monté cette entreprise, ils disent tiens, il y a un problème, une défaillance, on attend 3 heures pour faire la queue. Moi, je vais créer mon entreprise, je fais la queue à ta place, tu me donnes de l'argent. Donc tu fais la queue, l'autre il va au café, voilà. Vous avez des gens qui sont en même temps fonctionnaires, mais comme l'État a des retards de paiement parfois, ben, ils montent leur petite entreprise pour faire du café devant le fond. Enfin, tous, ce sont des auto-entrepreneurs. Vous avez tous les métiers possibles, inimaginables qui ont été inventés en Afrique. Donc les gens, ce sont des entrepreneurs nés, beaucoup plus qu'en France. Ça, il faut dire la vérité. Le Bénin, par exemple, 70%, ce sont des auto-entrepreneurs. En France, les auto-entrepreneurs, c'est 5-6% à peine. Je veux dire, 50% de la population française, elle bosse dans des grandes entreprises intermédiaires de plus de 250 salariés. Donc l'Afrique, elle n'a pas besoin d'entrepreneurs. Elle en a déjà plein. Elle a besoin surtout d'industrie. C'est hyper paternaliste en plus de qualifier ces personnes qui survivent en tentant de pallier les défaillances du système de business angel ou d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est différent d'un auto-entrepreneur français. Bah, bien sûr, là, il y a un mythe du super-héros entrepreneur qui pourrait réussir seul. Mais quand vous regardez en Afrique, même quand vous regardez les plus grands chefs d'entreprise africains, c'est des gens qui sont extrêmement innovants, qui ont inventé des choses. Mais souvent, l'accès au financement, les banques n'ont jamais voulu leur prêter d'argent ou à des taux mirobolants. Donc c'est souvent des entreprises étrangères, par exemple comme Total, hein, qui sont obligées d'investir dans des provisions d'investissement diversifiées, c'est obligatoire, et qui vont prendre le capital d'un start-upper, on va dire, ou d'un grand entrepreneur africain, et lui permettre d'avoir des fonds, et lui, il va s'enrichir. Mais voilà. Et vous avez après toute cette petite, tout le reste de la population qui est un entrepreneuriat de survie. Mais aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique, quand on regarde, l'Afrique, la plupart des biens qu'elle produit et qu'elle exporte, ce sont des biens primaires, c'est-à-dire des matières premières, de l'énergie. Et ces matières premières, cette énergie, elle n'arrive même pas à le transformer sur place. C'est-à-dire que par exemple, un pays comme le Congo, il exporte du pétrole, le pétrole est transformé en essence en France, et elle importe de l'essence. Alors elle pourrait transformer son pétrole en essence chez elle. Donc là, elle aurait une industrie,
qui permettrait d'employer des Congolais, voilà, et de transformer un produit qui vient de chez elle. Et bien, il n'y a même pas ça. Mais ça, personne n'en parlera, parce qu'à qui ça profite de transformer? Ça profite aux industries européennes. Donc personne ne dira, le problème de l'Afrique, c'est le franc CFA. Enfin, j'ai jamais vu, moi, un pays qui n'ait pas sa propre monnaie, qui ne soit pas souverain de sa propre monnaie. Quand un étudiant, quand Macron était en visite en Afrique, qu'il a tutoyé un président qui allait comme ça en disant qu'il allait réparer la clim, on s'en souvient, ça, en le tutoyant, on reste ici, tu vas réparer la clim. Soit dit en passant, quelqu'un qui a vécu en Afrique sait qu'il y a quand même un respect des anciens qui est un peu plus élevé, on va dire, que chez nous. Après, un étudiant lui a trié sur le volet, parce que les étudiants étaient triés sur le volet. Dehors, ils manifestaient, dedans, ils devaient être avec Macron. Et ceux qui étaient dedans, il y en a un qui a eu le courage de poser cette question du franc CFA et de la souveraineté monétaire. Macron, il dit, est-ce qu'il y a un économiste dans la salle? Il dit ça, genre le franc CFA, de ne pas être souverain de sa monnaie, c'est génial. Allez dire ça à la Chine, au Vietnam, vous allez voir comment ils vont vous répondre, ou à l'Amérique du Sud, vous allez voir. Enfin, la politique monétaire, c'est la base. Donc ça, on n'en parlera jamais. Le fait que quand une entreprise investisse en Afrique, qu'elle soit obligée d'investir, je sais pas moi, dans des raffineries, etc., comme des pays du Golfe le demandent, comme des pays d'Amérique du Sud, ça, il ne faut pas en parler. Vous voyez? Donc il faut dire, l'entrepreneur c'est super, on va te donner un peu d'argent, microcrédit, 2-3 euros, tu vas pouvoir arrondir tes fins de mois et c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Non, non, non. Si on veut un vrai plan pour sauver l'Afrique, il faut, moi je l'ai dit, que les dirigeants soient un peu plus agressifs dans les négociations. Ils peuvent le faire aujourd'hui parce qu'ils ont le choix avec des pays comme la Chine qui sont intéressés par leurs matières premières. Et donc il faut qu'ils fassent jouer cette concurrence pour être plus agressifs, comme l'Amérique du Sud, comme sont les pays du Golfe. Il faut qu'ils exigent que les entreprises multinationales, qui sont principalement européennes, qui viennent tirer leurs matières premières, réinvestissent dans l'économie locale pour qu'ils puissent transformer leurs produits finis. Ça, ce sera la première étape. Le reste, les institutions, la baisse de corruption, elle viendra après, comme ça a été le cas chez nous quand on s'est développé. Le 9 mai dernier, certains fêtaient l'Europe. Et c'est aussi le jour choisi par Emmanuel Macron pour lancer un projet qu'il animait bien avant la crise sanitaire, la conférence sur l'avenir de l'Europe. Jusqu'en janvier 2022, l'Union va tenter d'associer des citoyens de différents pays à des réflexions sur ses compétences et ses institutions. Crise des dettes souveraines, crise en Grèce, Brexit, crise sanitaire. Tout cela a évidemment alimenté une défiance légitime envers l'Union. On imagine bien qu'il est important pour les dirigeants de réaffirmer aujourd'hui une forme d'adhésion au lendemain de ces crises. Cela semble être la mission de cet événement. Alors Thomas, l'idée d'une convention collective, c'est un thème qui est très cher à Emmanuel Macron. Ça donne un peu l'impression qu'il y a une forme de démocratie. Est-ce que sur la question de l'Union européenne, c'est une bonne idée? Toutes ces questions de convention citoyenne, de faire intervenir les citoyens, c'est fait pour occuper le terrain sans rien changer. Et on l'a vu avec la Convention pour le climat, où là on a occupé des gens pendant un an. Pendant un an, on s'est vanté d'être un président qui prend la question du climat à cœur et qui fait intervenir des citoyens, puis à la fin, il n'en reste rien, ou pas grand-chose. On prend un peu ce qu'on veut et on prend toujours les trucs les moins forts en termes de réforme, et comme ça, on les met dans une loi et tout le monde est content. Donc là, c'est la même chose. Et je veux dire, pareil, l'Europe a un gros passif sur les questions démocratiques, un énorme passif. Le non à la Constitution en 2005, les Français ont voté majoritairement non. Bon, on leur a repassé le traité constitutionnel. Les Grecs en 2015, ils ont voté oxy, non, aux réformes de l'Europe. On leur a repassé. Il y a eu plein de consultations citoyennes qui ont déjà été faites sur les tribunaux, des traités de libre-échange. À 95%, les citoyens ont répondu non. On leur a imposé quand même. Donc là, dire qu'on va faire, sur le modèle de la Convention citoyenne, participer les jeunes et d'autres à ce que doit être l'avenir de l'Europe, on sait comment ça finira. Je pense qu'il faut refuser ce type de mascarade. Il faut vraiment refuser ce type de mascarade parce qu'on sait que voilà, la vraie question aujourd'hui européenne, c'est sur la question de la matrice, c'est-à-dire les déficits structurels, la concurrence, le marché unique, etc. Et là-dessus, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Ce n'est pas demander est-ce qu'on veut Erasmus, un mois de plus, est-ce qu'on veut une bourse, enfin, c'est des bêtises, ça. C'est vraiment rien du tout. C'est juste pour occuper le terrain et dire qu'on fait des choses, qu'on veut rendre l'Europe plus démocratique, qu'on est bien conscient qu'il y a des problèmes dans l'Europe, mais sans ne vouloir rien changer au final. Autre que le déni de démocratie révélé par la crise grecque ou même 2005 en France, sur quel thème se fonde aujourd'hui l'euroscepticisme? Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une crise américaine qui a été transformée en crise de la zone euro. Et on a bien vu l'autoritarisme de la Commission européenne. Enfin, je veux dire, là, il nous parle de démocratie participative, un peu, là, de consultation citoyenne. Mais Juncker, il avait résumé ce qu'était la zone euro ou l'Europe. Il avait dit la démocratie ne peut pas s'exprimer contre les traités. C'est ce qu'il a dit. Donc, si on exprime la démocratie dans le cadre, ça revient à faire le grand débat. C'est-à-dire qu'in fine, on pourra dire qu'on ne pourra pas faire grand-chose ou un petit peu rajouter à droite à gauche 2, 3 trucs. Et on vous dira oui, mais c'est mieux que rien, on avance pour changer l'Europe, arriver à l'Europe sociale, mais on n'y arrivera pas.
Voilà, Juncker l'avait dit. Et Macron, c'est pareil. Hein. Je veux dire, Macron, il avait un programme qui était aligné sur ce que demandait la Commission européenne. Et encore aujourd'hui, il fait son plan de relance, mais il donne des gages pour l'assurance chômage, il donne des gages sur la réforme des retraites. Donc voilà, moi je ne pense pas qu'il y ait une volonté de changer le cap de l'Europe, il y a juste une volonté d'occuper l'espace, c'est tout. Et l'euroscepticisme, il vient du fait, encore une fois, de ce que vivent les Français dans leur vie de tous les jours, ou les Européens dans leur vie de tous les jours. Ils voient le chômage de masse, ils voient que l'Europe ne protège pas contre les délocalisations, ils voient que l'Europe ne protège pas non plus contre la question du réchauffement climatique, ils se rendent compte que les salaires des gens de la Commission sont mirobolants. Mais mirobolant, c'est des salaires de plus de 20 000 balles, que des commissaires européens bossent au climat et finissent chez Volkswagen, d'autres finissent chez Goldman Sachs. Bon, bah, ils se demandent après si l'Europe sert finalement les Européens ou si elle sert ces dirigeants européens qui lancent des grandes phrases comme ça. Je pense que les gens ont déjà la réponse. Alors justement, Emmanuel Macron, dans cette histoire de conférence sur l'avenir de l'Europe, a particulièrement apostrophé les jeunes, leur demandant de participer, etc. Il risque d'être surpris, puisque si l'on en croit une enquête de l'Observatoire des jeunes, seulement 5% des interrogés se déclarent être des citoyens européens, 73% disent être des citoyens français. Continuons dans les résultats de cette enquête. Les jeunes pensent que l'Europe devrait s'engager contre le changement climatique, dans la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est environ la moitié des interrogés qui le pensent. Mais 80 et 76% des jeunes déclarent que l'UE n'est absolument pas à la hauteur sur ces questions. On peut imaginer naïvement parfois que les eurosceptiques sont souvent des personnes plus âgées, mais pas du tout. La jeunesse entretient une véritable défiance envers l'Union européenne. Qu'est-ce qui explique, selon toi, ces résultats? On parle aussi de personnes qui ont toujours vécu pratiquement au sein de l'Union européenne. Oui, j'ai été très impressionné quand j'avais vu ces résultats aussi. Parce que c'est une enquête sur 1000 jeunes, très représentative. Hein. Ils ont pris tout type de jeunes, diplômés, moins diplômés, et ainsi de suite. Et on se rend compte quand même que voilà, seulement 5%, hein, c'est ça, se disent citoyens européens. Mais en même temps, l'Europe n'a pas été construite pour qu'on se sente citoyen européen. L'Europe, c'est un marché unique. C'est une mise en concurrence de modèles sociaux. C'est la liberté des capitaux. Ce n'est en rien une citoyenneté. Enfin, il n'y a peut-être que Erasmus qui permet de construire une citoyenneté européenne, mais pour le reste, ce n'était pas le but. Voilà, et encore, voilà, mais non, parce que c'est souvent le truc qui est mis en avant. Voilà. Oui, c'est des étudiants, déjà, oui, effectivement, voilà. C'est des étudiants. C'est souvent mis en avant par les Européens pour dire, voilà, mais c'est la seule chose qui a été faite pour des élites, donc pour des étudiants d'études supérieures, qui ont quand même des moyens, parce que quand on échange, il faut quand même avoir des moyens, de sentir une appartenance à l'Europe. Pour le reste, rien n'a été fait. Enfin, les gens, ils ont cru que l'euro, tu sors des billets, on a le même billet partout, ça allait faire une citoyenneté. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Donc le sondage est assez intéressant parce que c'est des jeunes qui ont dit vraiment ce qu'ils ressentaient. Et quand on voit par exemple sur la question climatique et sociale, enfin ce qu'ils ont dit dans ce sondage, c'est qu'ils veulent que l'Europe traite la question climatique et sociale en priorité. Et 80% disent qu'elle n'est pas à la hauteur là-dessus. Ben ça, moi je trouve qu'ils ont une clairvoyance énorme. Parce qu'aucun pays de l'Union européenne n'a respecté les accords de Paris, de la COP 21. Aucun. Donc oui, elle n'est pas à la hauteur. Et puis sur la question sociale, sans rentrer dans les détails techniques, sur les traités, les déficits structurels et tout, bon bah voilà, ils ressentent ça. L'Europe nous engage dans l'austérité. Et l'Europe nous engage dans l'austérité. Voilà, mais vraiment avec un cadre institutionnel qui nous oblige, hein, qui impose aux États vraiment de l'austérité. Donc ils sont assez clairvoyants. Et j'avais participé à une table ronde après avec des journalistes du Monde, du Temps. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est eux étaient très clairvoyants, moi je trouvais, les jeunes. Et c'était la sensation. Ils n'arrivaient pas à mettre des mots, mais c'était très clairvoyant, en fait, moi je trouvais. Et ce que leur ont expliqué les journalistes du Temps, un grand quotidien suisse, ou du Monde, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Le journaliste du Temps, je me souviens, avait dit à l'époque que des jeunes trouvent que l'Europe ne soit pas à la hauteur au niveau démocratique. Je trouve ça hallucinant. Il faudrait qu'ils voyagent un peu plus, qu'ils aillent voir ce qui se passe dans d'autres pays. La Chine, il avait dit ça, grosso modo. Mais les jeunes, ils ont raison de dire ça. On l'a bien vu sur un certain nombre d'exemples que nous avons cités, que l'Europe n'a pas respecté à plusieurs reprises la démocratie, et que Juncker lui-même le dit. La crise grecque en est exactement. terrifiant. Donc là, il y avait en fait, ce qui est marrant, c'est que ceux qui défendent l'Europe, ils ne vont jamais sur la question économique, ils ne vont jamais sur la question des faits, parce qu'ils savent que là, ils sont morts. Donc ils vont sur la question de principe à 2 balles, en nous disant l'Europe, c'est la jeunesse, comme l'a fait Macron dans son discours. L'Europe, c'est l'avenir. L'Europe, c'est la juste échelle pour être bien dans le monde. L'Europe, c'est la juste échelle pour mener la transition énergétique. Tout un tas de principes comme ça qui ne veulent rien dire. Mais quand on regarde les faits, la matrice européenne, c'est une machine
à mettre en concurrence les individus. C'est une machine à délocaliser les industries des pays riches, des pays un peu plus développés, pour les mettre vers des pays où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. C'est une machine qui est à mettre en compétition tous les travailleurs, c'est une machine à casser les services publics. Voilà. Si on ne casse pas cette matrice à un moment, l'Europe, c'est ça. Voilà. Alors on peut nous dire, oui, après on construira l'Europe sociale, après on est une Europe qui veut s'imposer au reste du monde. Enfin, ça, c'est des conneries, ça. Enfin, faut arrêter avec ça. Hein. Et pour faire référence à notre premier sujet sur les attentes des Français, est-ce que ces attentes-là, elles sont compatibles avec l'Union européenne? Comme elle fonctionne aujourd'hui, non. Non. Et la mise en place d'une politique répondant aux attentes de ces Français-là nécessiterait une confrontation avec Bruxelles. Voilà, sinon on ne pourra pas la mettre en place. Si demain, aujourd'hui, vous savez, l'euro devait nous protéger, soi-disant, des marchés financiers, etc., en partie, notamment sur notre endettement, les taux d'intérêt. Maintenant, nous avons tous des taux d'intérêt différents. Alors, nous avons des taux d'intérêt très faibles en France, en Allemagne aussi, mais ils ont augmenté très fortement en Italie et en Grèce pendant la première crise de la zone euro. Donc, si nous appliquons une politique comme ça, il peut y avoir un effet sur les taux d'intérêt important, sur la dette, qui pourrait créer un effet boule de neige, voilà. Mais en même temps, on ne pourra pas, à un moment, s'affranchir d'une confrontation directe et de créer une alliance. Voilà. Enfin, il faudrait créer une forme d'alliance avec des pays du Sud. Il faudrait que la France soit une interface entre les pays du Nord et les pays du Sud, ce qu'elle a toujours refusé d'être, parce que la France a choisi plutôt d'être le bon élève de l'Allemagne. C'est tout ce qu'elle a choisi. Voilà. Et nos dirigeants, ils aiment tous les pays du monde sauf la France. Parce que, je veux dire, moi j'ai grandi, on m'a dit qu'il fallait regarder du côté des États-Unis. Après, quand j'étais en études, on n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait regarder du côté du Royaume-Uni, Londres qui était très dynamique. On ne nous a jamais parlé de 2 millions d'Anglais qui n'arrivaient pas à se nourrir ou d'1 million d'Anglais en contrat 0 heure. On disait la City est dynamique, il libéralise, etc. L'état du service public en L'état Angleterre. du service public, voilà. Après, on nous a parlé du modèle un peu suédois et puis aussi un peu du modèle allemand. On ne nous parle jamais de la France. Vous voyez, nos dirigeants, ce sont des gens qui n'aiment pas la France. Ce sont des gens qui regardent toujours ailleurs, c'est toujours mieux ailleurs, jamais bon en France. Donc, demander à nos dirigeants d'avoir le courage politique, d'être l'interface entre les pays du Nord et du Sud et d'aller se confronter directement à Bruxelles, il va falloir attendre du temps. Moi, je pense avant d'en trouver un qui soit capable. Enfin, il y en a quelques-uns, là, peut-être Jean-Luc Mélenchon, qui défend ça depuis longtemps, son plan A, son plan B. Mais pour le reste, on va dire de la droite, de la gauche, PS, etc., c'est des gens qui ne feront rien. Et qui vont justement porter le débat sur autre chose que sur le débat économique, soit parce qu'ils ne le connaissent pas, soit parce qu'ils n'en ont pas la compétence, soit parce qu'ils ne veulent pas voir. Et s'ils ne veulent pas voir, c'est qu'ils s'en moquent des classes populaires. Voilà. Donc ils vont remplacer ça par l'Europe, c'est ma vie, l'Europe, c'est Erasmus, et l'Europe, c'est la paix. Est-ce que faire participer ces jeunes à cette convention citoyenne autour de la question européenne, ça pourrait influencer leur opinion sur l'Europe? Ça dépend des jeunes, mais moi je ne crois pas. Hein. Je crois on va se retrouver comme dans la convention citoyenne, c'est-à-dire qu'au début ils vont être contents, parce qu'on est toujours content. Il va toujours avoir un économiste ou une personnalité qui va les accompagner, comme Cyril Dion avec la convention citoyenne, qui va dire oui, il faut quand même faire jouer la démocratie. Enfin, avec toutes ces grandes phrases qu'on a l'habitude d'entendre, on va tous s'asseoir autour d'une table et discuter. C'est l'intelligence collective, enfin toutes ces bêtises qui finissent souvent très mal d'ailleurs, avec une énième déception. Qui finissent avec rien. Avec rien, tout à fait. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va être content d'organiser ça. Il y a des jeunes qui vont participer, qui vont bosser, potasser dessus. Et puis à la fin, rien ne sera fait. Voilà, c'est tout. Donc non, je pense que c'est une manœuvre politique, parce que Macron, je pense que là-dessus, il s'est rendu compte que l'Europe ne fonctionnait pas bien. Alors que l'Europe applique le programme que lui veut appliquer à la France. Mais il a vu, je pense, et c'est peut-être un peu une forme d'intelligence de sa part, que ça ne fonctionnait pas très bien, en tous les cas pour les populations modestes, moyennes, la classe moyenne et les populations modestes. C'est pour ça qu'il a appelé sa liste aux européennes Renaissance, parce qu'il faut que l'Europe renaisse pour lui. Ce qui est quand même plus malin que la liste du Parti socialiste et de Place Publique, mes anciens amis, qui se sont appelés Envie d'Europe. Il fallait oser, dans le contexte actuel, appeler sa liste Envie d'Europe. Et donc lui, ce qu'il veut montrer, c'est qu'il va permettre une forme de renaissance, et en partie démocratique, de l'Europe. Mais comme il ne veut rien changer sur le fond, il occupe le terrain. Mais pendant 1 an, ça va marcher. C'est bien, c'est en 2020, enfin avant l'élection, donc il va pouvoir dire qu'il a fait quelque chose. Mais après, c'est la logique austéritaire et le reste qui gagnera, comme avec la Convention citoyenne pour le climat. Donc il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est que des mots, c'est rien de plus. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir et à la partager sur les réseaux sociaux. Plus que jamais, l'information indépendante a besoin de vous. Pour nous soutenir, vous pouvez devenir sociétaire du média ou nous faire un don. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Chaque jour, nous mesurons la catastrophe des politiques néolibérales en œuvre depuis près de 40 ans. Austérité, chômage de masse, crise. Les premiers touchés par ces politiques sont les travailleurs, les citoyens, les familles, vous. Pour changer les choses, il est impératif de nous réarmer.
de comprendre les outils des puissants. Aux médias, nous voulons donner la parole à ceux que les médias traditionnels ignorent. Économistes hétérodoxes, journalistes, essayistes. C'est avec eux que nous pouvons comprendre le monde d'aujourd'hui et ses failles pour pouvoir construire le monde de demain. Le média change, se transforme et devient une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif pour nous permettre de continuer ces émissions d'analyse en toute indépendance. Rejoignez la coopérative du média pour que nous puissions ensemble reprendre notre destin en main contre des politiques économiques de pensée unique. Rejoignez la première coopérative audiovisuelle de France.